Merci aux organisateurs de ces journées. Pour moi, c'est, et je ne veux pas citer tous les noms pour ne pas faire d'erreur, pour moi, je suis très, quand le professeur Nemat Jafari m'a appelé pour être invité d'honneur, ça m'a mis la trouille. Du coup, j'ai mis ma veste et ma cravate. Je dis, c'est important. C'est Poitiers, mais c'est important. Quand même. Non, vous êtes réveillés? Donc moi, je suis très heureux. C'est pas... J'ai déjà eu la chance d'intervenir. Et donc là, d'avoir cette opportunité, c'est en connaissance de cause que j'ai accepté et que j'en suis très content. Alors, le thème de cette journée, c'est les émotions. Hein, et on m'avait demandé de parler de bipolarité et addiction. Et mon titre, c'est émotions, troubles de l'humeur, puisque les troubles bipolaires sont parmi les troubles de l'humeur. Et puis, d'ailleurs, de façon plus générale, les troubles psychiatriques et l'addiction, qui est bien une maladie psychiatrique parmi d'autres, mais qui, de fait, peut-être parce que c'est la dernière maladie psychiatrique découverte, la 5e maladie, reste encore un peu à part. Sinon, moi, je m'appelle Marc Lacombe, je travaille à l'Université de Bordeaux et dans les hôpitaux publics de la métropole bordelaise. Si on résume les données de la littérature, on peut, tout tient dans ces deux constatations. Hein, et je vous épargne toutes les séries de diapos sur les nombreuses enquêtes. Là, je ne mentionne que l'ECA et l'INISARC, mais il y en a de très nombreuses. Et toutes mettent en évidence qu'il y a plus d'usage de substances et d'addiction chez les personnes qui ont des troubles de l'humeur et chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques en général. Et par ailleurs, il y a plus de troubles psychiatriques et de symptômes psychiatriques chez les personnes qui ont des addictions. Hein, donc c'est l'éternel problème. Et parfois, on ne prend pas le temps de bien voir ce que cela veut dire, les implications, pour pouvoir progresser. Hein. Il y a quelques années, un de mes collègues bordelais, le docteur Fatseas, et je reparlerai de cette collègue qui a fait des travaux dont certains viennent d'être publiés il y a quelques semaines et peut-être sans doute contribue à éclairer cette question des troubles psychiatriques, des émotions et des addictions. Alors, si on essaye de donner un sens à nos connaissances, de les mettre en perspective, de les ordonner, il y a une série de travaux qui montrent que les symptômes psychiatriques sont associés à plus de consommation. Plus de symptômes psychiatriques sont associés à plus de consommation. Beaucoup d'études montrent ça. Beaucoup d'études montrent aussi que plus de consommation est associée à avoir plus de troubles psychiatriques. Quand on prend des populations et qu'on les classe en fonction des quantités consommées, on trouve une association avec une fréquence de troubles psychiatriques. Bien entendu, il y a un lien qui est naturel pour le psychiatre entre symptômes psychiatriques associés à des troubles psychiatriques et inversement, les gens qui ont des maladies psychiatriques, des troubles psychiatriques, ont plus de symptômes psychiatriques que ceux qui ne répondent pas aux critères des maladies psychiatriques. Tout ça est connu, tout ça est évident, mais c'est bien de prendre pleine conscience de l'évidence. L'autre élément important, c'est les études qui montrent que, indépendamment des symptômes psychiatriques, le fait d'avoir un trouble psychiatrique est associé à plus de consommation. Par ailleurs, le fait de consommer est associé statistiquement au fait d'avoir une addiction, et donc addiction ici employée au sens de trouble de l'usage, hein, de maladie addiction, du phénomène pathologique, et
le fait d'avoir une addiction est associé, les gens qui ont une addiction sont plus consommateurs de ce dont ils ont l'addiction que les gens qui ne le sont pas. Il y a aussi un autre élément qui a été négligé pendant longtemps, pour lequel il y avait des travaux anciens mais qui n'étaient pas concluants, et des travaux plus récents apportent un élément qui peut-être peut nous éclairer pour la pratique, c'est que le fait d'avoir une addiction est associé à plus de symptômes psychiatriques, sans nécessairement plus de troubles psychiatriques ou de consommation. Tout ça, généralement, est montré, sont des associations montrées dans des études indépendantes les unes des autres, même si un certain nombre d'études peuvent trouver plusieurs de ces types d'associations. Donc vous voyez comment ces choses sont liées et se distinguent, en sachant qu'on a deux portes d'entrée qui sont deux pièges. Soit on part par les symptômes psychiatriques, c'est l'approche de la psychiatrie, au sens classique, pré-addiction, soit on part des consommations, c'est l'approche addicto, pré-addicto, à l'ancienne, où on fait l'inventaire des consommations d'un côté, et la psychiatrie, on fait l'inventaire des symptômes psychiatriques de l'autre, en oubliant que ces choses sont indépendantes des maladies auxquelles ils sont associés, maladies psychiatriques d'un côté et addiction de l'autre. Alors, pour rendre compte, donc ça c'est à garder, on y reviendra. Pour rendre compte, je vous rappelle juste, parce que tout le monde le sait, même s'il y a certaines des hypothèses qui sont oubliées, dans cette association, comment rendre compte de cette association entre troubles psychiatriques et addiction, il y a 4 principales hypothèses. La notion qu'on oublie parfois d'une comorbidité due au hasard, c'est-à-dire addiction et maladie psychiatrique sont deux phénomènes qui, en population générale, ne sont pas négligeables, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui sont de l'ordre du pour 100 ou du pour 10, pas de l'ordre du pour 1000 ou du pour 10 000, et donc l'association due au hasard. Voilà, les gens peuvent avoir, quand un événement, un phénomène est non exceptionnel, non rare, eh bien plusieurs individus peuvent l'avoir, il peut y avoir des associations qui sont purement fortuites. Il y a une autre hypothèse, et toutes ces hypothèses ne sont pas incompatibles. Une autre hypothèse, c'est l'hypothèse d'automédication, très populaire en psychiatrie, et qui part de la constatation que chacun peut faire, et qui est rapportée par beaucoup de patients avec des maladies psychiatriques, qui constatent qu'un certain nombre de choses d'usage qui, par ailleurs, peuvent donner lieu à addiction, ont un effet apaisant. C'est ce qu'on appelle un effet autothérapeutique, d'automédication, et donc les personnes qui souffrent cherchent à se soulager, ce qui est un mouvement légitime, et ça pourrait expliquer les consommations et pourquoi on trouve ces associations. Une autre hypothèse, c'est qu'on oublie parfois, c'est les symptômes induits. C'est-à-dire, et comme on l'a vu, il y a un certain nombre d'études qui montrent que, et puis les expériences personnelles permettent de le constater, un certain nombre des choses, des substances ou des comportements d'ailleurs, pas forcément des substances, qui peuvent donner lieu à addiction de façon soit aiguë, soit de façon en intoxication, soit du fait d'éléments de sevrage, peuvent induire des symptômes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux symptômes créés par les maladies psychiatriques. Symptômes anxieux, dépressifs, des distorsions du cours de la pensée. Et donc, ça peut du coup mimer des maladies psychiatriques, et depuis l'origine des temps, si vous lisez Galien et Hippocrate, eh bien, dans leurs différents chapitres, ils attirent l'attention de ne pas se méprendre sur ce phénomène, et il suffit d'arrêter de consommer et il n'y a plus de problème. La maladie disparaît. La quatrième hypothèse classique, c'est la vulnérabilité commune. Ces choses sont associées parce qu'il y a une partie de mécanismes, une partie de facteurs de risque, peut-être une partie de facteurs génétiques qui sont communs, et donc quand on a l'un, la probabilité d'avoir l'autre
est augmentée, tout simplement. Et puis, il y a une dernière hypothèse possible, hein, encore une fois, toutes ces hypothèses sont compatibles, qui est souvent négligée, même si elle a été proposée par plusieurs auteurs, qui est le problème d'identification, l'erreur ou la difficulté d'identification. Finalement, comment détermine-t-on que quelqu'un a une addiction? Comment détermine-t-on que quelqu'un a une maladie psychiatrique hors de l'addiction? Alors, évaluer l'addiction, comment mesurer? Vous savez tous, puisque ça date depuis 1992, donc à force, c'est une découverte du siècle dernier. Ce qui est central dans l'addiction, c'est la notion de perte de contrôle, hein, d'une source de gratification. Et ça, on n'en a pas de mesure directe. C'est-à-dire, depuis 1992, on sait qu'un diagnostic d'addiction ne se fait pas sur quantité-fréquence d'usage, de consommation. Hein, même si on le sait depuis 1992, mais le temps que ça vienne partout, ça peut mettre du temps, mais ce n'est pas devant ce public, vous n'en êtes pas surpris. Et du coup, on s'appuie sur des symptômes, sur des expressions indirectes de cette perte de contrôle. La notion de rechute, mais là aussi, pour la notion de rechute, il y a une difficulté parce que souvent, de façon pratique, ce qu'on mesure, c'est l'usage. La rechute on n'a pas une définition claire de la rechute. Par contre, ce qu'on mesure de façon directe, c'est de l'usage. Voilà, c'est des quantités fréquentes. Ça, c'est facile à mesurer, jusqu'à récemment. Mais le fait de faire usage et d'avoir des problèmes avec l'usage n'est pas spécifique de l'addiction non plus. Hein, puisqu'on va considérer qu'un usage est en fait une rechute, donc un sens sémiologique, un sens médical, si cet usage est associé à des problèmes médicaux, sociaux, psychologiques. Mais du coup, on retombe à la case départ, puisque beaucoup des signes et symptômes des maladies psychiatriques sont des manifestations similaires. Alors, consommation-usage va être un symptôme de quoi? Ça peut être un symptôme des maladies psychiatriques, ça peut être un symptôme de l'addiction. Alors, passons de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui caractérise l'addiction. Alors, juste au cours des 40 dernières années, 45 dernières années, il y a eu dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui la dictologie une accumulation en fait de beaucoup de données épidémiologiques, de données cliniques humaines, de données cliniques humaines observationnelles, de données de recherche chez l'homme formelles, en psychologie, en médecine, en psychiatrie, et de données chez l'animal, sur des modèles animaux. Et ça a amené, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à un changement dramatique, au sens anglo-saxon, c'est-à-dire un changement radical, très fort, sur notre façon de comprendre et de donner du sens à nos connaissances, et donc de voir la réalité. Aujourd'hui, c'est clair, l'addiction, ce n'est pas juste faire usage. Voilà. Le phénomène de la rechute est un phénomène involontaire, donc il ne nous dit rien de la motivation, de l'intérêt de la personne qui rechute. La personne qui rechute découvre la rechute comme l'observateur observe la rechute chez la personne qui rechute. Et le sevrage, avec toute l'ambiguïté du terme sevrage, mais il reste très usité dans notre champ, n'est pas le traitement de l'addiction. Pourquoi le sevrage n'est pas important? Parce qu'il n'y a pas de lien entre quantité ou fréquence, ou qualité, entre le phénomène du sevrage, au sens traitement ou syndrome de sevrage, et la probabilité de rechute. Ce n'est pas l'élément qui exprime la perte de contrôle, ce n'est pas l'élément qui exprime le phénomène de la rechute. Mais alors du coup, qu'est-ce qui caractérise l'addiction et qu'est-ce qui explique le phénomène de la rechute qui est l'élément central caractéristique de la perte de contrôle? Alors là, on peut regarder aux critères diagnostiques. Donc là,
ça c'est quelque chose qu'on connaît tous en psychiatrie ou même dans le reste de la médecine d'ailleurs. On a des critères diagnostiques. Hein. Sur votre gauche, vous avez les critères de la dernière version de la classification internationale des maladies, 10e édition, OMS, hein, qui est disponible depuis 1992. Et puis, de l'autre côté, ici, vous avez les critères du DSM-5, donc la dernière version, qui ont été rendus publics en 2013. En sachant que l'ICD-10, enfin, la classification internationale des maladies de l'OMS, vous savez, s'intéresse à l'ensemble du champ des maladies, donc il y a un chapitre pour toutes, des critères pour toutes les maladies. La classification de l'APA ne s'intéresse que aux maladies psychiatriques, voilà, et depuis les éditions juste précédentes, ces deux nomenclatures, si on regarde avec un peu de recul, sont très proches, et c'est assez normal puisqu'elles utilisent les mêmes méthodologies, donc elles arrivent avec à disposition les mêmes données, aux mêmes résultats. D'ailleurs, en plus, si on prend un peu de recul pour regarder ces deux révisions, hein, donc il y a presque 20 ans entre les deux, il y a peu de différences. Alors, on peut toujours beaucoup valoriser les différences, mais globalement, il y a peu de différences. Et les éléments importants qui restent aujourd'hui, il faut garder en tête, c'est que l'addiction, le trouble de l'usage ou le syndrome de dépendance, tel que c'était dans la classification internationale des maladies, c'est un phénomène durable, c'est-à-dire c'est un phénomène chronique. Hein, c'est un phénomène, une fois installé, qui a une certaine durabilité. Aujourd'hui, c'est une limite du diagnostic. On ne sait faire le diagnostic que après un an d'observation, soit rétrospective, soit prospective. C'est-à-dire que le plus précoce, c'est de pouvoir dire, ben, maintenant j'ai les éléments pour dire que depuis un an, vous avez bien une addiction. Mais j'ai besoin de ce recul, rétrospectif ou prospectif, d'un an pour être sûr que c'est bien un phénomène durable et non pas des phénomènes transitoires intermittents. L'autre élément, c'est qu'on a un mélange de critères, et ça c'est un des éléments du DSM-5 d'avoir mis de l'ordre dans les critères. On a un mélange de critères qui ont une haute valeur statistique. C'est pour ça que, grosso modo, on retrouve les mêmes critères. Dans le DSM-5, vous avez des critères qui sont un peu démultipliés. Pourquoi? Mais l'inconvénient de l'association statistique, c'est que une cause et sa conséquence sont statistiquement associées, même si elles sont mécaniquement différentes. Et donc, clairement, c'est ce qui s'anticipe pour le DSM-6. Il y a des critères centraux qui sont l'expression, la caractéristique du phénomène pathologique, et des critères qui sont plus pour l'avenir. Là, je fais de la prospective, de la psychiatrie fiction, qui seront des critères de sévérité, qui sont des critères de complication, qui sont des critères très contingents de la perte de contrôle, très contingents des quantités-fréquences. Et il y a eu un nouveau critère introduit qui est le phénomène du craving. Alors, cet élément de meilleure connaissance des différents critères, c'est-à-dire tous les critères ont la même valeur statistique, mais ils ne sont pas tous égaux mécaniquement, et donc ça c'est très important pour comprendre le phénomène et pour intervenir. Vous voyez, on va devoir s'occuper de l'ensemble des problèmes d'une personne, mais si on peut comprendre comment ces problèmes sont liés mécaniquement les uns aux autres, on va être beaucoup, beaucoup plus efficace que si on s'occupe de tous les problèmes, mais sans savoir quel lien ils ont entre eux, et donc il faut qu'on assure tout. Alors, l'élément central, c'est le phénomène de la perte de contrôle, de l'usage d'une source de gratification. Le phénomène objectif, c'est le phénomène de la rechute, ça c'est dit depuis longtemps, et ce nouveau critère introduit dans le DSM-5, qui est le craving, sur lequel je vais revenir, et qui serait un élément, un symptôme à la fois diagnostique, qui caractérise, qui serait spécifique, et un élément pronostique, donc qui exprime l'état de la maladie à un moment donné. Et ça, on peut le distinguer des facteurs préexistants, des facteurs causaux, des facteurs de risque. D'ailleurs, on ne connaît pas les facteurs causaux des addictions, mais on connaît beaucoup de facteurs de risque. Ces facteurs de risque, ils perdurent chez l'individu qui, à un moment donné, développe l'addiction.
Dans la pratique, on a parfois tendance à les considérer comme des facteurs causaux, mais c'est un biais d'observation. C'est juste des facteurs associés. Donc c'est normal que les facteurs associés à la maladie se retrouvent chez les gens qui finalement expriment la maladie. Mais ils ne sont pas l'explication causale de la survenue de la maladie. Et agir dessus ne modifie pas l'évolution de la maladie. Et puis, il y a les conséquences de la maladie. Dans l'addiction, du fait de la perte de contrôle, les individus se retrouvent exposés à plus de quantité, à des fréquences plus élevées par rapport aux mêmes usagers sans addiction. Donc, ils ont plus d'effets toxicologiques. Et pendant longtemps, l'addictologie, en tant que discipline médicale, s'est différenciée de la toxicologie. On s'est aperçu qu'une partie de la toxicologie, en fait, c'était de la psychiatrie. Bon. Voilà. Donc, ce phénomène du craving, peut-être, contribue, et je vais vous montrer quelques éléments qui peuvent y contribuer. Et du coup, si ça c'est un élément symptomatique spécifique de l'addiction, qu'on ne trouve pas dans les autres maladies psychiatriques, peut-être c'est un élément qui va nous aider à différencier les différentes situations. Alors, le craving. Quand je dis craving, ne confondez pas, je parle bien français, donc ne confondez pas le terme technique médical français utilisé en addictologie pour désigner un phénomène particulier, peut-être spécifique et pronostique d'une maladie particulière qui est l'addiction, qu'on appelle le craving, versus le mot craving qui existe dans la langue naturelle des personnes qui vivent, si on va au nord encore de Poitiers, on continue, il y a encore de la terre, c'est plus la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous continuez, vous arrivez à une bande côtière, vous nagez, et là, il y a des gens qui parlent anglais, spontanément. Voilà, et dans leur langage ordinaire, il y a le mot craving, ça n'a rien à voir. Sinon, si vous allez vers l'ouest, vous atteignez une côte, pareil, passez à la nage, c'est un peu plus long que pour la Manche, mais c'est pareil, et là, vous arrivez chez des gens qui parlent anglais, pas avec le même accent, mais c'est la même chose, et il y a le mot craving. Donc, le mot craving de la littérature anglo-saxonne ne nous apporte rien du phénomène pathologique qu'il désigne par ailleurs, ne pas confondre le poteau-indicateur avec le phénomène indiqué. Donc, le craving, c'est quoi? Ceci dit, le craving, ce n'est pas donc juste l'envie intense et irrépressible de consommer. Ça, c'est le mot ordinaire. Le craving, en tant que phénomène pathologique, c'est l'envie intense, pas forcément intense ou irrépressible de consommer, mais surtout la perception d'une envie étrangère, égodystonique. Voilà. Tout de suite, surtout les psychiatres, vous comprenez que c'est une expérience étrange que fait une personne, et du fait que ce phénomène n'était pas bien connu, n'est pas autant l'expérience anxieuse, l'expérience dépressive, l'expérience délirante est connue de tous, et donc quelqu'un peut le verbaliser et l'exprimer, le phénomène du craving n'est pas encore connu des professionnels et du public. Donc les gens qui font cette expérience, ils n'ont pas de mots pour le dire. Ils ne savent pas, ils vont utiliser d'autres mots, les mots à leur disposition. Alors il y a une subtilité dans le craving, c'est pour ça qu'on a mis la recherche sur le craving, alors certains disent qu'on la trouve dans Galien et Hippocrate, mais en tout cas pour la recherche médicale plus contemporaine des 50 dernières années, il y a eu un gros problème de caractérisation pour faire une recherche formelle. Donc on sait que le craving, ce n'est pas le syndrome de sevrage, ce n'est pas l'intoxication, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas le délire, ce n'est pas la motivation. Toutes ces choses existent, on peut les caractériser, c'est différent du craving. Alors le craving, c'est effectivement une expérience subjective, comme la douleur. Donc pour accéder à la douleur, on a besoin d'avoir un canal de communication avec la personne. Donc pour accéder au craving, on a besoin d'un canal de communication avec la personne. Ça ressemble à un désir, un besoin, mais égodystonique, c'est-à-dire perçu, c'est pas comme de temps en temps j'ai des désirs, de temps en temps j'ai des besoins, mais là, il est particulier, il est différent. C'est focalisé sur les différentes addictions, c'est fluctuant, c'est versatile, donc c'est encore plus difficile à repérer. Je l'ai eu à un moment donné, puis après c'est passé. Comme c'est désagréable, mécanisme naturel, on oublie les choses désagréables.
Hein, donc c'est l'expérience à un moment donné d'une émotion négative qui, disparaissant, je sors du champ de ma conscience. Et donc je n'apprends pas au début comment gérer ce phénomène. Ce qui fait que ce phénomène, à force, se répète et devient irrésistible. Et là, j'en prends conscience. Hein, donc les patients peuvent dire, non, moi mon craving, il est toujours à 10 sur 10 ou à 0. Voilà, en fait, il est aussi entre les deux. Et son expression peut être physique ou émotionnelle. Donc le craving est complexe, etc. Mais ce qui compte, c'est sa variation. Et ça, autant caractériser un phénomène, ça peut être compliqué. Décrire un phénomène, ça peut être compliqué. Mais une fois qu'on a pu le nommer, décrire sa variation d'intensité, c'est beaucoup plus simple, comme on le fait pour la douleur. Vous voyez, la douleur, dans une même pathologie d'un patient à l'autre, peut s'exprimer d'une façon très, très différente. Une fois qu'on a convenu avec la personne ce qui était la douleur et ce qui est d'autres phénomènes, eh bien, la personne peut rapporter la variation d'intensité de ce phénomène. Et ça, c'est très utile pour tout un tas de choses. Donc, on peut mesurer le craving, et, petite parenthèse d'ailleurs, c'est la capacité d'accéder au craving quand il est faible qui ouvre la fenêtre thérapeutique. Alors, pendant longtemps, et je regarde le temps qui passe, pendant longtemps, il y a eu un débat. Donc le craving, Galien et Hippocrate, c'est des liens, les personnes qui ont des addictions se plaignent d'avoir des envies. Voilà, des envies excessives, des envies anormales, pas comme les autres. Mais il y a eu un débat de la poule et l'œuf, de la cause et de la conséquence. Puisque par ailleurs, les études montrent que moins les gens en font usage, moins ils ont de craving. Hein, donc c'est une des bases, pas la seule, pour l'idée de l'abstinence. Ben, si les gens s'abstiennent, ils seront plus gênés par cette gêne. Voilà. Et d'autres disant, ben non, pour qu'ils s'abstiennent, il faut agir sur le craving. Alors, aujourd'hui, depuis 7-8 ans maintenant, il y a des travaux qui permettent de dire, sans doute raisonnable, que le craving prédit la rechute. Le craving, chez une personne qui a une addiction, prédit le phénomène de l'usage et de la rechute. Hein, traduction pratique, en addictologie, on ne monitore pas l'usage, on monitore le craving, puisque c'est ce qui détermine ce qui va se passer, et donc permet d'agir en amont, et non pas a posteriori. Donc le craving prédit la rechute. On a des études qui montrent que le craving, à un moment donné, prédit un risque de rechute dans les mois qui viennent, mais avec le développement des technologies et des études en vie quotidienne, hein, où on peut interroger les gens, les monitorer plusieurs fois par jour avec des ordinateurs portables comme un smartphone, on peut les interroger, on peut y compris faire des mesures physiologiques. On a pu déterminer que la variation du craving, à un moment donné, prédit l'usage dans les heures qui suivent. Donc on a un niveau de précision qui est assez unique dans le champ des maladies subtiles du cerveau qui caractérisent la psychiatrie versus la neurologie. Soit tous les neurologues dorment ou ils ne sont pas encore venus. L'autre élément très important qui a pu être montré, et ça, les premiers travaux, ça, un peu de publicité de Bordeaux, les premiers travaux ont été faits dans le cadre de mon laboratoire par une équipe autour de Ménia Fatseas et Fuchsia Serre, qui ont pu, donc, dans différentes astuces protocolaires, mettre ça en évidence chez des sujets humains vivants entiers, et qu'on a rendu à la communauté. Et ce qui a été mis en évidence de façon plus subtile, c'est que la variation du craving détermine l'usage, c'est-à-dire plus de craving à un moment donné. Voilà, mon craving maintenant, ce n'est pas sa valeur absolue qui est prédictive, c'est en quoi mon craving maintenant, par rapport à tout à l'heure, il a monté ou il a descendu. S'il a monté, ça prédit plus d'usage. S'il a descendu, ça prédit moins de probabilité d'usage. Et donc ça, c'est un autre argument pour donner la valeur prédictive, mais aussi que c'est aussi un objectif thérapeutique. Et donc si on simplifie, on peut simplifier l'addiction par une maladie caractérisée par un signe objectif, le phénomène de la rechute, et un symptôme à la fois diagnostique et pronostique, le phénomène du craving.
Et donc, ça va nous aider à caractériser cette 5e maladie psychiatrique par rapport aux 4 autres. Les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles du cours de la pensée, les troubles de la personnalité. Alors, élément, et j'ai presque fini, j'arrive à la conclusion, mais là, il y a des travaux tout récents qui viennent d'être, qui sont accessibles sur Bedline depuis quelques heures, quelques jours, sur et donc l'équipe de Melina Fatsias et Pius Chasser ont pu mettre en évidence un élément qui n'avait pas pu être mis aussi clairement en évidence jusqu'à maintenant, qui est que, donc on a vu, le craving détermine de façon pronostique la rechute, mais le craving est associé, produit des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs et distorsion de la pensée. Par contre, quand vous contrôlez les deux, quand vous mesurez l'ensemble, le craving détermine bien l'usage et la rechute, pas les symptômes. Enfin, en tout cas, il covarie totalement avec le craving. Qu'en est-il chez quelqu'un qui a, par ailleurs, un trouble de l'humeur, y compris un trouble bipolaire de l'humeur, un trouble anxieux, ils ont effectivement plus de symptômes, puisqu'ils ont des symptômes produits qui sont l'expression de leur maladie psychiatrique. Quand on contrôle de façon contingente le craving, ces symptômes ne sont pas associés à plus d'usage dans ce contexte. Par contre, le fait d'avoir une maladie psychiatrique et une addiction, par rapport à quelqu'un qui n'a qu'une addiction, est associé à plus de craving, qui lui est associé à plus d'usage en lien avec le craving, puisque le craving détermine l'usage dans l'addiction. Donc le fait d'avoir associé à une addiction une autre maladie psychiatrique augmente la sévérité, la sévérité de l'addiction et se traduit par plus de consommation, qui ne provient pas des symptômes anxieux-dépressifs. Mais comme l'individu a plus de craving, s'il n'a pas été informé, s'il n'a pas le mot pour verbaliser le phénomène, il va verbaliser, entre guillemets, des conséquences du craving, et donc il va rapporter qu'il a de l'anxiété et de la dépression. Si vous ne co-mesurez pas, vous ne co-évaluez pas le craving, vous passez à côté et vous faites un surdiagnostic de troubles anxieux ou de troubles de l'humeur. Néanmoins, une partie du surusage qu'on trouve chez les personnes qui ont addiction et troubles anxieux et troubles de l'humeur, tout le surusage n'est pas expliqué par l'excès de craving. Il y a une partie de surusage qui est directement associée à l'état d'avoir la maladie, indépendamment des symptômes exprimés. Et la difficulté des symptômes exprimés, c'est que les symptômes anxieux et dépressifs, comment les différencier du craving, et beaucoup d'études jusqu'à maintenant n'ont pas co-contrôlé ce phénomène. Donc ça jette du coup une interprétation différente sur beaucoup d'études. Mais il y a bien une utilisation hors craving, hors addiction chez les gens qui ont un trouble anxieux et un trouble de l'humeur et qui correspond à l'élément classique de l'usage autothérapeutique, mais qui en quantité est moindre que ce que les gens rapportent. Donc, en pratique, que faire? Je m'approche de la fin. En pratique, que faire? Il faut contrôler le craving. Si on contrôle le craving, on peut voir la part de l'expression symptomatique anxieuse et dépressive qui covarie avec le craving et qui est que de l'addiction, et la part qui ne covarie pas avec le craving et qui est bien l'expression de la maladie psychiatrique associée, indépendante. Et donc, on va pouvoir, du coup, intervenir d'une façon beaucoup plus pertinente. De l'autre côté, juste pour ceux qui ne savent pas, ces éléments ont amené cette reconsidération de notre compréhension de notre savoir, une prise en charge thérapeutique totalement révolutionnée dans le cadre des addictions, en fait, qui rentre dans le champ normal de la médecine et de la psychiatrie, c'est-à-dire la seule condition pour l'accès à une prise en charge, c'est lever le doute diagnostique. À partir du moment où le doute diagnostique est levé, l'accès aux soins
de la maladie et sans condition, sans délai. Il n'y a pas à faire d'enquête de que veulent les gens, enfin, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. On a un objectif clarifié, c'est d'agir sur le phénomène de la rechute, puisque ça c'est indépendant de l'individu, et on sait comment agir sur ce phénomène de la rechute, c'est en accédant au craving et en le gérant, hein, en pouvant mettre la main dessus, si j'ose dire. La conséquence, c'est que c'est la conséquence de la prise en charge qui fait que l'individu, exprimant moins la perte de contrôle, réduit ses consommations, parfois devient abstinent. Ou qu'on peut aujourd'hui différencier l'individu qui retrouve un usage normal, non expression de son addiction, versus celui dont l'usage est bien l'expression de son addiction, parce qu'il y a du craving associé. Alors qu'avant, on faisait principe de précaution, on disait tout usage, c'est l'expression de votre addiction. Or, tout usage ne peut pas être l'expression de l'addiction, puisque, alors comment on sait que ceux qui font usage, qui n'ont pas d'addiction, n'ont pas d'addiction? Voilà. Et là, vraiment, la dernière, donc ne pas oublier, hein, dans la complexité de l'association addiction, trouble bipolaire, trouble psychiatrique, il y a les conséquences, hein, des consommations entraînent des problèmes, mais aussi l'élément, Galien-Hippocrate, induisent des symptômes anxieux et dépressifs, donc ne pas se précipiter pour dire qu'il y a un trouble psychiatrique associé. Et quand on recherche les causalités de l'usage, toujours garder en mémoire la hiérarchie des choses, d'abord le contexte, la famille, les expériences, enfin la société, le cadre dans lequel se trouve l'individu est un fort déterminant de l'usage, ça c'est le truc de base, ça s'applique à tout le monde, ça s'applique à tout le monde. Mais ensuite, vous avez d'autres caractéristiques individuelles qui vont modifier, qui vont se surajouter, qui vont overdriver, excusez-moi, hein, qui vont prendre la main sur les éléments du contexte. Par exemple, avoir une pathologie avec douleur. Tout ce qui peut donner lieu à addiction réduit la douleur somatique par des mécanismes différents, mais tous aboutissent à une réduction de la douleur somatique. Pareil pour les gens qui ont des troubles psychiatriques. Les gens qui ont des troubles psychiatriques, tout ce qui peut donner lieu à addiction a un effet d'apaisement sur les symptômes psychiatriques induits par les maladies psychiatriques. Donc, les gens sont susceptibles de surconsommer de ce fait. Et puis, l'addiction, qui est tout à fait différente, puisque dans l'addiction, ce qui est anormal, c'est la mécanique de l'usage. Et donc, indépendamment de l'objectif que je me suis donné, contextuel, autothérapeutique, maladie somatique ou maladie psychiatrique, si en plus j'ai une addiction, je vais rater chaque fois ma cible. Donc en résumé, l'addiction, hein, en 5 points principaux, ce n'est pas la toxicologie, ça n'a rien à voir avec les substances, c'est une dérégulation du système de contrôle des sources de gratification, qu'il faut différencier de la démarche légitime de se soulager quand on souffre, donc la démarche autothérapeutique. C'est un phénomène relativement fréquent, puisque c'est la maladie psychiatrique la plus fréquente, dont la forme visible, publiquement accessible, est l'usage du tabac, aujourd'hui, en 2018. Ce qui n'était pas le cas dans les années 40, où tout le monde fumait. C'est une maladie, c'est parmi les maladies psychiatriques les plus graves, puisque c'est la maladie psychiatrique où le risque de décès par suicide est le plus élevé. Alors, je reconnais un poil de cul par rapport au trouble bipolaire. Donc, c'est de même niveau, pour être consensuel. C'est de même niveau, c'est comparable. Le repérage est potentiellement facile, si on revient à la sémiologie et qu'on sait ce que l'on cherche. Mais ce n'était pas le sujet de ma présentation, on a des thérapeutiques efficaces, mais vous les avez compris. Voilà, si on peut accéder aux phénomènes implicites qui déterminent le comportement et qu'on le rend explicite, l'individu va pouvoir retrouver du contrôle là où il avait perdu. Voilà, je vous remercie. Merci Marc pour cette brillante présentation qui a mis, d'un point de vue conceptuel, beaucoup de choses en place, même pour nous précliniques. Je crois que c'est très important aussi ce rôle du craving que vous montrez dans la reshoot, parce qu'il y a eu des débats très longtemps, et je crois que c'est important parce que notre modèle, éventuellement tous les modèles de reshoot chez l'animal sont plus des modèles des craving que des vrais reshoot, parce que les animaux n'ont plus accès
à la drogue, mais ils ont la possibilité de la chercher de manière incontrôlée. Ma question est par rapport, effectivement, nous on travaille surtout sur la cocaïne. Tu as parlé de l'addiction générale, mais est-ce qu'il y a des différences dans les rôles du craving dans différents types d'addictions et aussi dans la relation des différentes addictions avec ces troubles psychiatriques associés? Alors, la question est très pertinente, merci. Alors, pour faire une réponse rapide, et il y a tout un débat dans la littérature. Hein, pour clarifier, il y a des collègues, il y a des gens qui disent, voilà, le craving des différentes addictions n'est pas comparable. Voilà, il est très différent. Alors je dirais, c'est pas faux. Effectivement, l'expression va pouvoir être différente. Mais notre groupe et d'autres retrouvent le même lien craving-usage, le même lien prospectif. Donc l'expression du phénomène est différente. Certains vont l'exprimer plutôt, et ce qui fait que dans la littérature ancienne, il y a des livres entiers pour décrire le craving, qui ressemblent presque à de la poésie, enfin où on se perd. Donc, on s'y est perdu. C'est pour ça que la recherche est un vrai challenge dans ce domaine. Mais après, ça peut se mesurer simplement par une échelle analogique visuelle. Donc, je dirais il y a une expression symptomatique très riche, très variable d'un individu à l'autre, d'une part, et d'un type, enfin, d'un objet d'addiction à l'autre, c'est vrai, mais derrière, c'est l'expression, nous, notre hypothèse, c'est que c'est l'expression du même phénomène, mais qui prend une connotation particulière en fonction des différences individuelles et des effets des substances, puisqu'il y a des substances stimulantes, enfin, parmi les choses addictives, il y a des choses stimulantes par ailleurs, voilà, qui éveillent, qui activent, d'autres qui, au contraire, sont endormantes. Donc ça influence la phénoménologie. Mais nous, dans notre hypothèse, la phénoménologie secondaire, périphérique, pas le phénomène central. Et alors l'association, effectivement, là il y a des... Alors là je pense qu'on n'a pas la réponse. C'est vrai qu'il y a eu, mais pareil, il y a tout un tas d'auteurs qui argumentent, et l'argumentation est de bon sens, une face validity, c'est-à-dire que on peut penser que des gens qui ont des troubles de l'humeur ou des bipolaires en phase dépressive vont être plus attirés par des substances qui ont des effets stimulants que par une substance qui a un effet endormant. Voilà, inversement, un trouble bipolaire en phase maniaque va peut-être être attiré à quelque chose qui le retient, lui permet de s'apaiser, plutôt que quelque chose qui l'excite. Donc ça c'est des choses qui sont retrouvées dans les études. Avec le piège de l'alcool, et d'autres substances qui peuvent, suivant le dosage et l'utilisation, avoir un effet excitant dans la phase dépressive ou un effet apaisant. Et donc si la mesure n'est pas assez fine, on fait des associations, on perd du sens. Voilà, ça c'est nous notre explication pour expliquer le débat, et parfois fort, entre ceux qui disent non, c'est pas un élément central, et ceux qui disent si, c'est un élément central et spécifique de l'addiction. Non, en attendant qu'il y ait d'autres questions dans la salle, donc je voudrais déjà remercier le professeur Auriacon pour cet exposé brillant, qui resitue clairement la dictologie dans le champ de la psychiatrie. Alors, quant à cette problématique du double diagnostic, on voit bien que c'est une sémiologie nouvelle. Ce n'est pas la superposition de deux maladies dans tous les cas. C'est une sémiologie nouvelle. Et on sait que la conséquence de cette sémiologie nouvelle, c'est qu'elle est tellement atypique qu'elle échappe au diagnostic du psychiatre et qu'elle échappe au diagnostic de l'addictologue. Et donc la conséquence pour les patients, c'est le retard de la prise en charge et souvent un mauvais pronostic. Alors longtemps, ces dernières années, on a évoqué la pertinence de soins intégrés. Comment, Marc, tu vois aujourd'hui le soin intégré, psychiatrie addicto, sans rajouter, parce qu'on pourrait même rajouter le fait que la substance va induire des problèmes somatiques et que ce serait presque un soin intégré addicto-psychiatrie soman. Oui. Comment tu vois cette difficulté, comment pouvons-nous la résoudre ?
Absolument. Bon, sachant que tous les soignants ne sont pas psychiatres, ou etc. C'est une bonne question. Alors, j'ai pas de réponse magique, sinon... Mais, bon, enfin... Mais il faut avoir des réponses magiques, quand même. Non, moi, je dirais c'est simple. Il faut retourner à la sémiologie, clarifier les choses, et juste... Oui, à partir du moment où on sait, si on regarde les données, qu'un symptôme anxieux, voilà, peut être l'expression du craving, d'un trouble anxieux, d'un trouble de l'humeur, ben, on ne se précipite pas pour ne prendre qu'une hypothèse. Voilà. On prend le temps d'examiner la personne, avec les moyens qu'on a, pour regarder chaque porte. Voilà. Est-ce que par ailleurs, il y a des éléments pour penser qu'il y a un trouble anxieux? Voilà, c'est cohérent. Bon. Est-ce que par ailleurs, non, il y a des éléments pour penser qu'il y a une addiction, une perte de contrôle? C'est cohérent. Est-ce qu'il y a des éléments pour penser qu'il y a les deux? Vous voyez, pas se précipiter. Les mauvaises solutions, c'est trop vite s'arrêter au premier... Enfin, à la première... Alors ça, c'est un inconvénient d'un avantage par ailleurs. On écoute les gens... Alors, je vais dire, on écoute incontestablement les gens plus qu'avant. Je ne suis pas sûr qu'on les écoute mieux. Parce que prendre la demande au pied de la lettre, c'est pas entendre au sens latin du terme les gens. C'est les prendre au pied de la lettre et enfin, là, j'exagère, mais c'est se moquer d'eux. Voilà, c'est à nous de donner le sens et le recul et d'explorer les différentes alternatives. Quand on sait qu'on est dans une situation voilà, marécageuse, dangereuse, où on peut se tromper, on prend le temps et on réduit la probabilité de se tromper. Donc, c'est pas... Et la dictologie, c'est bien une maladie du cerveau, enfin une maladie de ce qui est dans la tête, qui a des conséquences périphériques sur le reste de l'organisme et sur l'environnement social de l'individu, mais comme beaucoup de maladies de la tête. C'est pas non plus... c'est parce qu'on se met des compartiments. Donc, le dispositif d'addictologie, il doit être en compétence. Enfin, c'est le socle de compétences et de référence pour l'ensemble des autres disciplines. Et j'en profite puisque l'ARS est là, et ça c'est un avantage pour la Nouvelle-Aquitaine, qu'on a la chance d'avoir ce dispositif d'Exapa, qui sont les pivots de territoire et qui sont les centres ressources. Il y a les niveaux 3 qui sont les centres ressources de la région et de chaque sous-région. Subdivision, voilà le terme plus adéquat. Et puis, nos relais sur les terrains de proximité, c'est les mini-centres ressources que sont l'Exapa et les dispositifs hospitaliers. Donc, en d'autres termes, tu réaffirmes que l'addictologie est une discipline qui est quand même nourrie à la fois de la psychiatrie et de la médecine somatique, oui, et que l'un ou l'autre ne peuvent pas se substituer à cette discipline qui est très spécifique et qui a une sémiologie addictive à écrire finalement. Absolument, et l'avenir de la psychiatrie, c'est de prendre la dictologie. Forcément, le dernier arrivé, la dernière maladie, l'avantage qu'on a, c'est que le dernier arrivé, il est tout de suite plus moderne, même s'il est vu de haut par les vieux, mais les vieux, ils sont là depuis longtemps, mais ils ont de mauvaises habitudes. Nous, on est plus moderne, et c'est l'avenir. Parce que les besoins somatiques des gens qui ont des maladies psychiatriques, ils ne sont pas moindres, ils ne sont pas plus que ceux qui ont, comme maladie psychiatrique, l'addiction. Et c'est le drame d'avoir des hôpitaux, s'il y avait une justification historique, non, mais d'avoir des hôpitaux perdus au milieu de nulle part, sans eau ni électricité. Donc ça, c'est évident. Donc le dispositif d'addictologie, il doit avoir la compétence pour faire son travail, ça doit être un modèle pour la psychiatrie, et il faut intégrer la psychiatrie dans l'addictologie. Merci Marc pour ta présentation. Si tu veux bien, je voudrais une approche conceptuelle. Parce que tu fais de l'addictologie, enfin du craving, comme le moteur de la problématique. Voilà, comme la possibilité que ça soit le moteur, voilà, l'expression du moteur. Alors, est-ce que c'est le moteur ou l'expression du moteur? Alors, c'est justement là que je voulais y aller. Oui. Et la rechute comme le symptôme. On est d'accord. On pourrait dire, c'est quelque part, c'est la pensée et le comportement. Voilà. Il y a deux écoles de pensée. Il y a Skinner qui dit, l'homme est un animal. L'animal fait quelque chose, et comme on est doué de la raison, on cherche une explication.
Donc c'est le comportement qui l'emporte sur la cognition, sur la pensée. Et tu as Sapkowskis, Paul Sapkowskis, qui dit non, l'homme pense et agit après. Donc c'est d'abord la pensée et après le comportement. Et là, nous, ce qu'on a introduit un peu dans de manière conceptuelle, c'est deux choses. D'abord, est-ce qu'on en a conscience ou pas? C'est le premier point. Mais surtout, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété que le moteur, soit je regarde un film triste ou un film horreur, enfin, etc., j'ai une pensée agréable ou désagréable et ça m'emmène à consommer de l'alcool ou autre chose. Ou alors, je ne sais pas pourquoi, je passe par là et puis je vais dans un bar, je consomme et après je réfléchis, je dis mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, ce que je voudrais savoir, conceptuellement, est-ce que du craving, tu fais une pensée ou est-ce que tu en fais et où est-ce que tu mets l'angoisse là-dedans? Parce que ce que tu as dit, c'est que les pathologies psychiatriques peuvent s'additionner quelque part dans le craving. C'est comme si le craving s'additionnait avec le nombre de pathologies psychiatriques associées, quoi. C'est un peu pour ça. C'est-à-dire, où est la part d'anxiété, où est la part de la pensée là-dedans? Voilà. Excellente question. Alors, je ne sais pas. Honnêtement. Mon avis varie. Voilà, je pense que c'est vraiment typiquement quelque chose... et ces choses, si on regarde de façon dynamique, ces choses peut-être s'associent. Voilà, il y a différentes dimensions qui font... Et donc je pense qu'il faut qu'on collecte plus de données, qu'on réanalyse les données disponibles pour... avancer là-dessus et de mieux caractériser ce phénomène. Mais en tout cas, on a assez de données pour pouvoir dire qu'il ne faut pas prendre les expressions symptomatiques au pied de la lettre, qu'elles ne sont pas si spécifiques, qu'il y a une nouvelle expression qui est le phénomène du craving qu'il faut tous rechercher et que ça peut nous aider. Actuellement, enfin, on le voit bien, si on regarde les études formelles, elles montrent, faites avec des instruments, etc., elles montrent que l'excès de comorbidité, il est multiplié par 2. Voilà. Dans la pratique clinique, beaucoup de cliniciens vont dire ben moi, tous mes patients addicts, ils sont tous comorbides à un trouble psychiatrique. Donc là, on sait que c'est une erreur. Enfin, ça dépend. Soit c'est une erreur des données formelles, enfin, il y a une erreur quelque part. Voilà. Et je pense parce que si on va trop vite, on fait un excès de diagnostic psychiatrique, ce qui aboutit éventuellement à un excès de traitement, mais aucun bien ciblé. Et si on a trop d'interventions non hiérarchisées, le résultat final peut être une inefficience, alors que les mêmes outils thérapeutiques, mais hiérarchisés, dans le temps et dans l'espace, peuvent être plus efficaces. Hein, c'est ce qui fait parfois les débats entre cliniciens d'expérience, qui disent « moi, mon expérience a montré que », et puis l'autre lui dit bah, « n'importe quoi, t'as rien compris », et puis là, on se tape dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit... Merci beaucoup. En tous les cas, ce qui est sûr, tu as raison, parce que ce sont des questions qu'on s'est posées, et tu as bien dit que l'addictologie est l'avenir de la psychiatrie, pas que sur le plan clinique, et probablement sur le plan organisationnel, parce que dans la Nouvelle-Aquitaine, en 2017, avant même que la région soit encore... annoncé comme la région Nouvelle-Aquitaine, les 3 universitaires en addictologie, on s'est réunis, on n'a qu'un seul niveau 3 d'addictologie, à 3 têtes tournantes, ce qui nous a permis d'avoir des moyens par l'Agence régionale de santé sur la question de réduction des doses, réduction des dommages qui est en cours de réalisation. Et cette union, ça a permis aussi, lors d'un appel d'offres régional par la Nouvelle-Aquitaine, d'avoir des moyens sur 3 années pour répondre à ces questions de lien entre le craving et la conscience. Si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 550 000 €, ce qui nous permettra de répondre à l'ensemble de ces questions. Merci encore de ta sagesse et merci de nous avoir conduits à bien nous entendre et que les autres disciplines, la psychiatrie, mais aussi les autres disciplines, puissent en prendre graine, comme on dirait, ou prendre expérience pour avancer.